Seconde nouvelle, l'étrangère. À Florence praxède Oumi Ahanmada. J'avais cessé d'aimer les femmes de mon pays, leur comportement m'indignait. J'en étais horrifié. Des fiançailles rompues pour des banalités, des filles qui réclamaient de l'argent, celles qui n'avaient aucun respect pour mes parents, l'infidélité élevée au rang d'institution, leur langage pauvre et ordurier, voilà des attitudes qui m'amenèrent à ne plus songer à épouser une femme de mon pays. Toutefois, c'est après le remariage de mon oncle que ma révolte éclata. Sa première femme décédée, cet oncle, professeur de géographie, épousa une secrétaire dactylographe. Une semaine après le mariage, célébré fastueusement, la mariée changeait de domicile. Elle préférait vivre avec un musicien qu'elle admirait sur les écrans de la télévision. En 2 ans de direction dans un hôpital municipal de la province du pays où j'étais docteur, jamais personne ne me vit en compagnie d'une femme. Et pourtant je les soignais. Pour moi, les femmes de mon pays sentaient chaque jour un peu plus mauvais. Certaines m'écrivaient pour me demander de les épouser. Je trouvais cela scandaleux. Comment juger des femmes qui proposent le mariage à l'homme? Inutile de juger des personnes aussi dignes de mépris, de haine et d'horreur. Ah, les femmes de mon pays! Quelle vulgarité! Une autre affaire me révolta. Une jeune fille accusait un professeur de l'avoir mise enceinte. L'homme nia fermement. Dès la naissance du gros bébé, la police les conduit tous dans mon bureau. Le prélèvement de sang ne justifiait pas les propos de la jeune fille. Pressée d'avouer, elle reconnut son mensonge. Le vrai père de l'enfant travaillait comme charretier chez sa tante maternelle. Ah, les femmes de mon pays! Ma décision était irrévocable. Je n'épouserai jamais une femme de mon pays. Il me fallait une étrangère pour vivre heureux. Il m'arrivait de penser unir mon destin à une blanche, mais je pensais aussitôt à leur peau que je n'appréciais pas. Il me fallait absolument une noire, une vraie noire. Une rencontre de médecins africains pour discuter de l'hépatite virale devait avoir lieu dans un pays d'Afrique situé à plusieurs milliers de kilomètres du mien. Je fus retenu parmi les 7 médecins qui devaient représenter notre pays. Ce choix paraissait juste. Ma thèse d'État portait sur l'hépatite virale en milieu urbain. En outre, j'écrivais régulièrement dans des revues internationales sur le sujet. J'étais plus connu à l'étranger que dans mon pays. Dans l'avion qui nous conduisait vers le pays du colloque, mes collègues et moi discutâmes de la politique du pays. Nous étions dans les airs. On ne pouvait pas nous entendre et nous dénoncer. On la trouvait, cette politique, lamentable. Pour nous, seules les femmes en profitaient. Jusqu'à l'atterrissage, nous jugeâmes négativement les femmes de notre pays. Je me croyais seul à détester nos femmes. Mes collègues se révélèrent pires que moi. Tous mariés à des femmes du terroir. 4 se trouvaient en instance de divorce. Les autres rentraient chez eux tous les jours à l'aube, afin de ne pas rester plus d'1 heure dans la même pièce que leurs femmes. Tous les 6 méprisaient profondément la leur. Ils avaient déjà tous des maîtresses. L'un vivait en grande partie chez une prostituée. Selon lui, seule la prostituée comprend l'homme. Elle est obéissante et soumise. Tous m'encourageaient vivement à ne jamais épouser une femme de notre pays. Devant l'accueil très amical de la police et de la douane, mes collègues me conseillèrent de choisir ma fiancée dans ce pays charmant. Une bonne organisation avait été mise en place. Dès l'aéroport, des hôtesses se mirent à notre disposition. Chaque membre de notre délégation occupa une voiture particulière avec un chauffeur tout en blanc et une hôtesse. Je ne pus m'empêcher de calculer mentalement toutes les dépenses effectuées par le gouvernement de ce pays. Mon hôtesse se tournait constamment vers moi pour me présenter telle ou telle réalisation. Je pris plaisir, notamment, à contempler le grand marché. Le programme de notre séjour prévoyait de nombreuses heures libres. L'hôtesse promit de me faire visiter de nombreux lieux touristiques du pays. « Pour le marché, dit-elle, nous y reviendrons la veille de votre départ. Vous pourriez acheter des souvenirs pour vos enfants et votre épouse. Je suis au regret de vous dire que je suis célibataire et sans enfant, mais rappelez-moi votre nom. Marie-Rita Félicité Mégane. Je suis étudiante en dernière année de médecine. Notre hôtel se trouvait en dehors de la ville, très luxueux, un 4 étoiles. Au cours du déjeuner, mes collègues ne tarissaient pas d'éloges sur mon hôtesse. « Tu as de la chance, collègue, ton hôtesse est la plus belle de toutes. Ne laisse pas l'occasion t'échapper, fais rapidement la connaissance de ses parents. » À aucun moment, l'idée ne m'avait effleuré de faire ma vie avec mon hôtesse. Je désirais une femme, mais pas dans ces conditions-là. Voilà maintenant que je commençais à regarder d'un tout autre œil ma belle hôtesse. L'après-midi, le programme prévoyait une visite privée de l'université, située à l'extrême nord de la capitale.
Mon hôtesse en profita pour me faire visiter sa chambre. Elle logeait, les étudiantes, 3 par chambre. Et là, dans sa chambre, j'eus le coup de foudre pour Marie-Rita. Devant ses autres collègues, je découvrais réellement la beauté de cette étudiante en médecine. La nuit, je l'invitai dans le night-club de l'hôtel. Elle accepta sans aucune difficulté. Je profitai des slows pour l'embrasser. Elle ne me repoussa à aucun moment. Devant sa légèreté, je ne voulais pas rester en si bon chemin. Je l'invitai dans ma chambre, où elle resta jusqu'à l'aube. Nous discutâmes de la vie, de la politique africaine, des hommes, des femmes. Nous parlâmes de nous-mêmes, sans complaisance. Je te demande, Marie-Rita, de devenir mon épouse. Je ne sais pas si je possède les qualités nécessaires pour cela. Je suis à la recherche de 3 qualités chez la femme que je dois épouser. À la suite de nos discussions, je suis persuadé que tu les possèdes. Quelles sont ces qualités? Tout d'abord, la beauté. Une belle femme est un régal pour le mari. L'Ecclésiastique le dit si bien. La grâce d'une épouse fait la joie de son mari et sa science est pour lui une force. Évidemment, une belle femme est toujours propre et bien habillée. Si tu peux lui acheter régulièrement des vêtements, toute femme deviendra belle. Pour ma femme, je suis prête à tous les sacrifices afin qu'elle porte continuellement de beaux vêtements. Quelle chance pour ta future femme! Quelle chance pour toi! Ensuite, ma femme doit être cultivée. La lecture des journaux, revues et livres doit être son passe-temps favori. En somme, après avoir habillé son corps, elle doit parer son esprit. Les femmes de chez nous négligent totalement le côté culturel. Par conséquent, elles sombrent chaque jour un peu plus dans la banalité la plus abjecte. Tu es méchant, n'oublie pas que tu es né d'une femme. Enfin, je souhaiterais épouser une femme très croyante, dont la vie est régie par l'Évangile, disons la Bible. Car la seule femme digne de confiance est celle qui craint Dieu. Mon oncle est curé et mon père maître de chœur. Tu es un ange, Marie-Rita Félicité. Que s'est-il passé à ce colloque? Je ne saurais le dire. Durant tous les travaux, je ne faisais que penser à Marie-Rita. Elle me fit connaître ses parents. Je découvris toute sa famille. Sa tante me précisa les conditions pour me fiancer à une fille de leur ethnie. Des colas, du whisky, des cigarettes, quelques pagnes et de l'argent. De la pacotille, pour moi. Je voulais immédiatement régler toutes ces dépenses. Mais Marie-Rita me demanda d'être patient et de revenir quand je prendrais mes congés. De retour au pays natal, ma mère et mes oncles s'acharnèrent à me demander d'épouser une compatriote de notre région. Pendant des mois, ils me dissuadèrent d'épouser une étrangère. Les photos de Marie-Rita Félicité décoraient ma chambre. Je dormais en les regardant, je me réveillais en les contemplant, je ne priais plus avec les psaumes, je relisais sans cesse les lettres de ma future épouse. Dans mon bureau, son image figurait dans un joli cadre. Je répétais inlassablement aux infortunés malades que j'épouserais très bientôt l'étrangère. D'aucuns me félicitaient de ce choix. Nos femmes les avaient déçus. Une autre occasion me permit de haïr davantage nos femmes, et pourtant, je ne croyais pas pouvoir encore ajouter de la haine à toutes celles que mon cœur leur vouait déjà. Dans ma région, on n'enterre jamais un cadavre sans que l'épouse du défunt ne cite tous les hommes qui ont fait l'amour avec elle avant et pendant leur mariage. Mon cousin, un journaliste, venait de mourir. Nous étions tous au village pour les différentes cérémonies funèbres. Son épouse parla. Avant son mariage, elle avait livré son corps à 17 hommes. Elle les cita. Durant ses fiançailles, elle coucha plusieurs nuits chez 3 Français et 7 Libanais. Après son mariage, elle commit l'adultère plus d'une 20aine de fois avec une 15aine d'hommes qui étaient pour la plupart des amis de son mari. Infirmière de son état, elle nous cita aussi le manœuvre de l'hôpital. Après cette confession, la terre pouvait accueillir mon cousin. Plus que jamais, seule une étrangère pouvait devenir mon épouse. Je l'avais d'ailleurs trouvée en la personne de Marie-Rita Félicité Mégane. Chaque dimanche matin, je lui écrivais des lettres passionnées. 2 fois par semaine, je lui adressais des mandats télégraphiques supérieurs à sa bourse. Chaque mois, je prenais une grande partie de mon temps pour lui préparer des cadeaux. J'envoyais continuellement à son adresse familiale des robes, des pagnes, des bijoux, des chaussures, des montres, des médicaments, etc. Pour son anniversaire, je lui fis cadeau d'une montre en or. Au Nouvel An, je lui envoyais une bague en or incrustée de diamants. Sa famille recevait également, de ma part, de l'argent et des cadeaux. En réponse, tous les mois, ses parents m'envoyaient des lettres de remerciement. Je ne pouvais agir autrement, répondais-je invariablement. Quand on a une fiancée d'une telle qualité que Marie-Rita, on se surpasse sans le savoir. 10 mois après le colloque,
Je pris mes vacances. J'avais droit à 1 mois et demi. Je partis aussitôt en avion pour le pays de ma future épouse. Toute la famille m'attendait à l'aéroport. Ma bien-aimée portait un ensemble beige que je lui avais acheté à Londres lors d'un bref passage. J'avais déjà réservé ma chambre d'hôtel, à quelques mètres seulement de l'hôpital, où elle travaillait depuis peu sous les ordres d'un collègue rencontré au colloque. Il lui laissa durant tout mon séjour une large liberté. Elle me fit découvrir son pays dont je tombais amoureux. Nous n'eûmes aucune relation sexuelle. Après notre mariage, promis-je, elle me félicita pour mon sérieux. Car, dit-elle, tout homme profitera d'une femme pour laquelle il dépense beaucoup. Vraiment, chérie, tu mérites d'être mon mari. Maintenant que je suis dans ton pays pour un long séjour, je souhaiterais que nous procédions à notre mariage officiel avant mon départ. Je te prie d'attendre encore 1 an. Pourquoi? Je veux d'abord travailler 1 an avant de me fiancer. Prends patience. Et puis, c'est une occasion de tester ton amour pour moi. Ne nous précipitons pas. Je viendrai te voir dans 1 an chez toi, dans ton pays. Nous déciderons alors ensemble de la date. Malgré ce contretemps fâcheux, je retournai heureux et fier dans mon pays. Tout me souriait dans la vie. Les mois s'écoulaient comme des jours. Marie Rita vint me rejoindre 1 an après. Je la présentai à mes parents. Ils l'accueillirent sans grand enthousiasme. La nuit de son arrivée, elle me demanda de lui faire l'amour. Nos rapports terminés, elle s'exprima ainsi « Chérie, tu as été formidable. Toutefois, je ne pourrai pas m'installer définitivement chez toi avant d'avoir construit au pays une villa à mes parents. Je suis l'aîné de la famille. Je dois absolument construire avant de partir. Je te prie de prendre patience, car je sais que tu m'aimes beaucoup. Et si je te donnais de l'argent pour construire cette maison? Ce serait merveilleux, et je serai chez toi dans moins de 3 mois, pour toujours. » Finalement, je choisis la solution la plus rapide. À son départ, je lui remis 8 millions pour acheter dans son pays une villa toute construite pour ses parents. J'avais exactement 9 millions d'économies dans mon compte d'épargne. La veille de son retour dans son pays natal, je pleurais longtemps dans ses bras. Puis je me mis à couvrir son corps de baisers. J'adorais mon étrangère. Pendant 2 mois, je ne reçus aucune lettre d'elle. Les miennes, nombreuses, demeuraient sans réponse. J'envoyais des télégrammes aussi. Inquiet, je profitais d'un long week-end pour me rendre de nouveau dans son pays. Dans l'avion, je tremblais parce que je croyais ma fiancée morte au cours d'un accident et que personne de sa famille ne voulait me l'apprendre. Je fus le premier à descendre de l'avion et à sortir de l'aéroport. Je n'avais aucun bagage. Un taxi m'accompagna en moins de 5 minutes chez les Mégane. Un silence de funérailles planait sur la vieille bâtisse. Avaient-ils déménagé dans la villa que je leur avais achetée? Plongé dans mes réflexions, je vis la bonne sortir des toilettes. Elle prit peur en me voyant. « Où est Marie Rita Félicité ?» demandai-je calmement. « Elle est à l'église Saint-Michel, ainsi que toute sa famille. »« Qui est décédé dans la famille ?»« Personne. C'est Félicité qui se marie. Les cérémonies civiles ont eu lieu ce matin à la mairie. »« Qui est son mari ?»« Notre ancien ambassadeur à Moscou. Depuis 10 semaines, il est revenu au pays pour occuper le poste de ministre de l'Éducation nationale. » N'était-il pas marié? Sa femme blanche est décédée au cours d'un accident de voiture, l'année dernière. J'arrivai devant l'église Saint-Michel au moment où les mariés sortaient de l'église. Je vis d'abord le chef de l'État, avant d'apercevoir Marie Rita Félicité. Et oui, c'était vrai. Elle se faisait photographier en compagnie de son mari. Devant moi se tenait un policier. Je savais son pistolet chargé. Il me restait à m'en emparer et à tirer aussitôt sur les mariés.